Alors, bienvenue tout le monde, bienvenue à cette rencontre, ce webinaire Zoom philosophique avec Mathieu Martel, directement de Montréal. Alors, nous sommes aujourd'hui à distance pour la raison que nous pouvons rejoindre ici plusieurs personnes. Il y a des gens de Québec, des auditeurs et auditrices de Québec, de Montréal, de l'Est de l'île, etc. Et c'est un Zoom philosophique ce matin où je vais m'entretenir de la lettre à Ménécée d'Épicure, traduit par Pierre-Henri Morel, hein, voilà. CCGF, je vais vous envoyer une petite bibliographie à la fin. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, alors, je m'appelle Mathieu Martel, je suis philosophe, professeur de philo collégial, mais d'abord esprit libre. Je présente des rencontres philosophiques depuis plus de 20 ans et j'ai commencé les rencontres Zoom à travers l'enseignement à distance, bien sûr. Et le tout a commencé en 2000, comme les Facebook Live aussi. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais ça par passion. Je fais ça parce que j'aime bien m'exprimer et faire découvrir les philosophes. Puis aujourd'hui, c'est une présentation de la lettre à Ménécée à partir de 10 citations et nous allons regarder chacun des extraits, bien sûr, et je vous ai préparé une bibliographie par la suite. Si vous voulez, bien sûr, vous initier à la pensée d'Épicure, je vais bien sûr vous parler d'Épicure dans quelques instants. Qui est-il? De quelle école, à quelle école adhérait-il? Il était bien sûr un chef d'école, puis il a établi son école à Athènes dans un jardin. Donc, bienvenue à tous et à toutes, à ceux qui sont inscrits, à ceux qui vont nous écouter en différé. Merci de pouvoir, c'est grâce à vous que je peux poursuivre mes activités. Habituellement, on est une dizaine, c'est à peu près ça ce matin, et en présence aussi une dizaine à Montréal à la fin de la semaine prochaine. Une réflexion sur l'amour et l'amitié. Faut-il parier sur l'amour ou l'amitié? Donc, ce sera en présence le 13 juin. On commence, les amis. Donc, Épicure de Samos, hein? Donc, il vient d'une colonie grecque, Samos, en Asie mineure, et va rencontrer, comme tout, bien sûr, les philosophes d'époque vont passer à travers plusieurs écoles. C'est un apprentissage qui se fait sur le long terme. C'est un apprentissage qui se fait à travers la rencontre avec des maîtres philosophes. Donc, Épicure, c'est un matérialiste. Il est sûrement allé à l'école d'un des plus grands physiciens de l'époque, qui est Démocrite, ou sinon chez le disciple Démocrite. Alors, il naît à Samos, mais va s'installer dans la ville, comment dire, dans la capitale de la Grèce, notamment Athènes, hein. Il va aller, bien sûr, fonder une école en 307, 306 avant notre ère, et cette école-là va s'appeler Le Jardin, parce qu'Épicure va acheter un jardin tout près d'Athènes. On sait que les premières écoles philosophiques, hein, si on remonte au début, c'est Pythagore qui va fonder en Italie du Sud, à Crotone, la première école philosophique, puis on doit même le nom philosophie ou philosophe à Pythagore. J'en ai déjà parlé dans mes rencontres antérieures. Donc, le mot philosophe a été attribué d'abord à un échange entre Pythagore et un tyran. Et le tyran demande à Pythagore: Qui es-tu? Que fais-tu dans la vie? Et c'est là que Pythagore, au lieu de déclarer qu'il est un sage, va déclarer ego eimi, par exemple, en grec, philosophos. Donc, je suis un philosophe, celui qui cherche. On va retenir cette définition-là parce que ça va nous aider à comprendre Épicure. Le philosophe ou la philosophe, c'est celui qui recherche, qui est en recherche, en quête d'un savoir, d'une sagesse, d'un art de vivre et qui, bien sûr, le fait à partir d'un concept central qui est le logos, c'est-à-dire un discours. Puis pour les philosophes, le discours est un discours qui cherche à comprendre et bien sûr à argumenter. Donc, euh, je reviens aux écoles. Première école fondée par Pythagore, mais il y a Platon qui a fondé l'Académie près d'Athènes. Il y a bien sûr Aristote qui a fondé le lycée. Il y a des philosophes qui dormaient dans les temples et qui n'avaient pas vraiment d'école établie. On pense aux cyniques Diogène qui couchait dans un tonneau, qui dormait dans les temples, etc., qui prônait un retour à la nature. Et il y a aussi les stoïciens leur école s'appelait le portique. Hein? Le Stoa Poikile, c'est une école liée bien sûr à
hem, à la notion aussi de peinture. C'est une école qui est associée à des peintres et cetera, le Stoa Poikile. Mais on revient à Épicure qui fonde le jardin. Et là, ce terme-là, épicurien, aujourd'hui, est galvaudé, hein. On associe souvent à l'individu hédoniste le terme épicurien. Il y a même des annonces à la télévision, hein, on dit, où il y a des gens qui se proclament épicuriens. Mais ici, je vais faire une nuance. La nuance, c'est que pour Épicure, Épicure croit que le plaisir est la voie vers le bonheur, que le plaisir est un bien, que le plaisir est le chemin qui va nous mener au bonheur. Donc, le plaisir, c'est quelque chose de naturel. Mais contrairement à l'hédoniste, hein, qui lui est à la recherche de plaisirs variés, est à la recherche aussi de plaisirs qu'il veut intensifier dans sa journée. Fait qu'un hédoniste va vouloir faire plusieurs sorties dans sa journée ou plusieurs activités agréables qui lui procurent du plaisir, mais sans nécessairement utiliser la raison. Puis ce qui est propre à Épicure, c'est dans sa philosophie que je nomme un hédonisme hédonais qui vient bien sûr de plaisir, est un hédoniste rationnel. Donc, là où la raison vient intervenir, on ne peut pas vivre, pour Épicure et pour les philosophes, sans l'usage de la raison, que j'ai définie tantôt par une forme, une part où on analyse ce qui nous arrive. On réfléchit sur nos expériences et surtout pour se demander si ce que je suis en train de vivre est un bien ou ce que je suis en train de vivre est mauvais pour soi. On va tester ça ensemble avec des références à des exemples tantôt. Donc, Épicure, c'est un hédoniste, philosophe qui prône l'hédonisme rationnel et qui a fondé son école à Athènes qu'on appelle le jardin. Et ce qui est propre à Épicure, c'est qu'il vit en communauté d'amis. Il y a des hommes, des femmes et des enfants, donc préconise l'entraide, dis-je, le fait de échanger entre amis, philosopher ensemble, l'entraide et la socialisation. Vous savez qu'il y a des études qui ont été faites aujourd'hui, puis j'en parle souvent à mes élèves, comme quoi, pour avoir une vie qui dure, bien sûr, impliquant une forme de qualité de vie, la socialisation au quotidien pour les aînés, c'est quelque chose d'hyper important. Un coup de téléphone, aller faire une promenade et aller faire soi-même ses courses, discuter avec la caissière, le caissier, aller au café, discuter avec quelqu'un, c'est le critère numéro un. Ce n'est pas juste être en forme, puis prendre soin en pratiquant une activité physique, mais la socialisation au quotidien. Puis Épicure avait bien compris ça, qu'il est hyper important de philosopher ensemble, d'échanger, de discuter et de socialiser. Donc, c'est une école où il y a des hommes, des femmes et des enfants. On vit en communauté, une communauté sûrement peut-être de biens, communauté d'amis, et on tend vers quelque chose, on tend vers la sagesse, ce dont je vais parler dans quelques instants. Donc, je vous remercie à tous et à toutes. Je vous salue Cathy, Anton, Marie-Lou, Marianne et Olivier. Merci d'être là. Merci à Nicole, merci à François, à nos autres auditeurs qui se sont inscrits. On va revenir, on va aller avec le premier principe de la lettre à Ménécée. Je vais vous lire des extraits, OK? Puis vous allez pouvoir vous procurer ce livre-là. On va commencer avec le premier principe. Je fais juste un partage d'écran. Je vais aller chercher ma fenêtre ici. OK. Fait que là, vous voyez tous à l'écran. Bon, un petit signet qu'une auditrice me produit avec mes livres, etc. Bienvenue à cette rencontre que j'ai appelée Le plaisir et sagesse, mais je vais nuancer tantôt, hein. Tous les plaisirs ne sont pas bons pour Épicure et toutes les souffrances ne sont pas mauvaises. Donc, il est très nuancé concernant le plaisir et la souffrance que je vais définir tantôt. Donc, bienvenue à cet atelier philosophique et allons-y avec le premier principe tiré, j'espère que c'est assez grand pour vous. Je vais juste grossir un petit peu ici. Regardez à l'écran. Citation 1 de la lettre à Ménécée, section 122. Ça, c'est les copistes allemands qui ont séparé la lettre à Ménécée en sections. Ça fait partie de la section 122. Qu'on ne remette pas la philosophie à plus tard parce qu'on est jeune
et qu'on ne se lasse pas de philosopher parce qu'on est vieux. Donc, je vais revenir à nous autres, à nous tous ici. Donc, c'est une injonction, c'est une invitation à dire que l'on soit jeune ou que l'on soit vieux, il n'est jamais trop tôt ni trop tard pour prendre soin de son âme. Et son âme, c'est quoi? C'est la partie, pour les Grecs, c'est la partie qui commande en nous, c'est la partie réflexive. Et celui ou celle qui dit qu'il est trop tôt ou trop tard est comme celui qui dit qu'il est trop tôt ou trop tard pour devenir heureux, pour atteindre le bonheur. Donc, ce qui est intéressant dans cette philosophie-là, c'est qu'elle ne commet pas d'impair en disant que nous sommes trop vieux pour commencer quelque chose. C'est ça que j'aime chez Épicure. On n'est jamais trop vieux pour commencer à philosopher, puis on n'est jamais trop jeune. Et il nous pousse à commencer à réfléchir sur notre vie. Je vais donner des exemples dans quelques instants. Donc, c'est super important de commencer à un moment donné et de ne pas se juger, se condamner pour dire: «Ah, j'aurais aimé ça, moi, commencer la philosophie, à 30 ans au lieu d'à 70 ans, au lieu de 60 ans». Donc, il n'est pas discriminatoire, puis c'est ça que j'aime. Puis il va dire un peu plus tard, il va dire que le soin que l'on porte à notre vie, donc le soin pour prendre soin de notre corps, prendre soin de notre âme ou, tendre vers le bonheur, que l'on soit jeune ou que l'on soit vieux, c'est le même souci. Donc c'est génial parce qu'il y a pas on va pas se mettre des bâtons dans les roues en se disant: «Ben, j'aurais dû commencer plus tôt et il est trop tard pour commencer cette pratique-là». Et pourquoi cette pratique-là est super importante? Parce qu'il nous dit qu'elle nous aide à tendre vers la vie heureuse. Et là, c'est la grosse question chez les Grecs. Ça, c'est André Comte-Sponville qui a déclaré ça. Sponville a dit: «Je me suis intéressé à mes anciens maîtres de philosophie qui se sont penchés sur la notion de bonheur. Et on a mis de côté la notion de bonheur ou la notion d'éthique en philosophie avec David Hume, qui a séparé la vie philosophique en deux. Donc, il y avait d'une part la recherche du savoir scientifique, la connaissance, et d'autre part, Hume il dit: «Ah, la vie éthique, la vie du bonheur, c'est basé simplement sur les sensations. C'est deux choses différentes». Mais chez Épicure, il n'y a pas cette séparation-là. Et chez les anciens, il n'y a pas de séparation. La connaissance, c'est bien, mais elle doit tendre aussi vers la recherche d'une sagesse. Et la figure du sage, elle est présente chez Épicure. Mais là, on va commencer d'abord à s'attarder sur la notion de bonheur. C'est quoi le bonheur pour Épicure? Donc, nous autres, on pourrait dire, ben, le bonheur, c'est ce qui me procure des sensations agréables. Ah, ça, c'est la définition du plaisir, hein. Donc, le plaisir, c'est, comment dire, ce sont des émotions ou des sensations agréables que nous désirons vivre, hein. Donc, nous sommes des êtres de désir qui tendons vers la recherche de sensations et d'émotions agréables. Mais pour Épicure, il voit ça comme problématique, simplement désirer satisfaire nos besoins, c'est problématique parce que les désirs et les besoins reviennent encore et encore. C'est comme une roue sans fin. Donc, lui, il critique la notion de ce qu'on appelle du désir comme manque. Donc, allons-y avec des exemples. Là, j'ai la bouche sèche en ce moment, donc je vais prendre un verre d'eau ou goûter, m'abreuver. Donc, si je continue à faire ma conférence sans m'abreuver, je vais souffrir. Donc, le désir, c'est comme une souffrance inhérente à notre nature. Et quelquefois, nous avons besoin de manger, besoin de stimulation, besoin d'affection, besoin de se développer. Donc, le désir est une tension. Il a compris la nature humaine. Mais là, il s'est dit à un moment donné, ça peut être problématique parce que à chaque fois qu'on vit un refus dans la vie, par exemple, on fait une demande d'emploi ou on cherche à communiquer avec quelqu'un, cette personne-là n'est pas rejoignable ou elle nous refuse, là, on va souffrir. Fait que lui, il nous dit comment sortir de cette mécanique-là du désir comme manque, puis des désirs qui vont naître parmi. Est-ce qu'on peut sortir de tout cela? Puis c'est là qu'il va proposer une solution à travers sa notion de bonheur. Donc, pour Épicure, et c'est là que je vais vous surprendre,
Être heureux pour Épicure, ce n'est pas augmenter nos sensations, ce n'est pas, partir à la recherche de plaisirs variés, ce n'est pas nécessairement fuir toute forme de souffrance. Donc il va être super nuancé et je vais revenir là-dessus sur les plaisirs et souffrances. Donc oui, le plaisir, c'est la voie vers la sagesse. Le plaisir, c'est naturel. Le plaisir est un bien. Puis oui, d'autre part, nous cherchons en général à éviter cette souffrance, hein, qui crée de la tristesse en nous, des frustrations. C'est normal et c'est général dans cette théorie-là, qu'on appelle l'hédonisme, de rechercher ce qui est plaisant et de fuir le déplaisant. C'est super normal, mais ce n'est pas le bonheur. Oh! Donc, rechercher les plaisirs en général et fuir la souffrance en général, ce n'est pas le bonheur? Non. C'est normal, c'est humain, mais le bonheur, c'est autre chose. Et là, je vais y aller dans quelques instants. C'est quoi ce bonheur-là pour Épicure? Écoutez bien ça va être un choc. Le bonheur, c'est une absence. Absence de souffrance, de douleur, absence de trouble dans l'esprit et absence de trouble dans le corps. Là, vous allez me dire, oui, mais c'est bizarre, il définit le bonheur par une absence. Qu'est-ce qu'on entend par trouble? Allons-y avec le corps, ça va être plus facile. Donc, vous vous levez le matin, vous n'êtes pas tendu au niveau du corps, vous n'avez pas de douleur, vous n'avez pas de tension au niveau du plexus solaire, OK? Vous n'êtes pas courbaturé. C'est quand les douleurs ne sont pas là. Au niveau de l'esprit, allons-y avec quelques exemples. Donc, au niveau de l'esprit, être troublé dans l'esprit, c'est peut-être avoir de la difficulté à se concentrer, d'avoir peut-être un brouillard mental en se levant, vivre une forme d'anxiété aussi, c'est possible, d'être nerveux, d'être anxieux, mais sans savoir ce qui nous fait souffrir, et cetera. Ça, ça, c'est vivre une forme de trouble. Épicure, puis je vais vous conter une expérience. Épicure dit: «Lorsque vous êtes dans votre journée et que vous sentez que, mon esprit est clair, je n'ai pas de douleur dans mon corps, je n'ai pas de tension au niveau du plexus» et que vous vous déclarez: «Je vais bien, la vie est belle, mais je ne sais pas pourquoi. Que se passe-t-il? Je n'ai pas d'idée en tête», ben, c'est ça le bonheur. C'est un court moment qui n'arrive pas souvent. Et moi, ça m'est arrivé au Mont-Royal à un moment donné. Bon, je me promenais dans un chemin du Mont-Royal et je me suis dit: «Waouh, la vie est belle, il fait beau, je ne sais pas ce qui m'arrive, je ne sais pas pourquoi je suis heureux, je ne sais pas pourquoi je suis bien». C'est ça le bonheur pour Épicure, c'est lorsqu'il n'y a pas de tension dans l'esprit, de trouble dans l'esprit, de trouble dans le corps. Ce sont des moments qui ne sont pas toujours on n'est pas toujours dans ces moments-là, mais c'est ça. Fait qu'on va retenir ça, puis je vais bien sûr vous poser si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main ou quoi que ce soit, intervenir. Donc ça, c'est on va retenir le bonheur, il va le nommer, il va l'appeler ataraxia, ataraxia pour absence de trouble dans l'esprit, aponia pour absence de douleur dans le corps. Donc là, on se fait tout de suite renverser parce que les gens qui se disent épicuriens, on voit les annonces à la télé. Je m'en vais à un spa le week-end à Charlevoix, souper 5 étoiles, tout ça, et on se déclare épicurien. Oh, on est très loin d'Épicure quand on nomme ces petits moments-là. Mais là, Épicure, je vais faire intervenir quelque chose. Il va nous dire, si vous souffrez et vous n'allez pas bien, c'est là que le plaisir a son rôle. OK? Donc, vous êtes troublé, je me rappelle, mon ami Marc m'appelle à 1 heure du matin, je la conte souvent cette histoire-là. Il m'appelle à minuit, il dit: «Mathieu, ça va pas bien», et cetera. Je dis: «Bon, allons-y avec Épicure». Épicure va te suggérer de passer par la voie du plaisir lorsque ça ne va pas. Donc, le plaisir pour Épicure, c'est le chemin à emprunter quand ça ne va pas. Fait que mon ami Marc m'appelle, j'ai dit: «Ah, m'a donné le conseil d'Épicure. Marc, toi qui aimes écouter les films japonais, boire du thé et jouer du piano, pourquoi pas
Et Marc se couchait tard, hein, 4-5 heures du matin, et cetera. Fait que Marc est allé pratiquer une sonate de Chopin, écouter un film de Kurosawa, je sais pas, et boire un thé japonais. Quand on souffre et ça on ne va pas, le plaisir, c'est le chemin pour sortir de la souffrance. Donc, si vous vous levez un matin puis ça ne va pas, «Ah, j'aime aller, contempler au parc Jarry, les canards sur, l'étang», ben, vas-y. «J'aime me faire un bon thé, j'aime aller au café, discuter avec les amis». Quand ça ne va pas, la voie du plaisir est la voie à emprunter. Et quand je souffre, c'est cette voie-là qui est empruntée. Mais si je me lève un matin et je n'ai pas de problème, mon esprit est clair, mon corps est sans douleur, Épicure va dire: «Ne va pas te lancer dans la quête effrénée des plaisirs, là. Savoure ce moment-là qui est une forme de, tu sais, de calme mental et calme du corps». Voilà, je prends une petite pause. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires à date, si ça vous tente? Ah, Marianne, je pense qu'elle veut y aller. Tu prête, Marianne ou Olivier? Parce Vas-y. que quand ça va des fois moins bien, c'est plus dur de se lancer puis de faire des activités comme ça. Il n'y a pas un paradoxe aussi. Beh, absolument. C'est quand ça va pas, là, moi, sortir de chez moi, c'est difficile, mais là, on va revenir avec, quelque chose de très pratique. Je dis: «OK, on va revenir à un conseil peut-être d'un autre sage de l'Inde qui va dire: "Écoute, attache tes souliers, là, mets un soulier un après l'autre, sors de chez toi, vas-y un moment à la fois." Puis j'avoue, on vit ces mo la question d'Olivier est très bonne parce que quand ça va pas, ouf! On n'a pas le goût de sortir, on n'a pas le goût de rien faire, mais moi, je me dis: «Bon, commençons, revenons au moment présent, attachons nos souliers, prenons notre sac et sortons de chez soi». Et là, on va voir que dès qu'on est sorti de la maison, est en contact avec l'environnement: «Ah, c'était quoi déjà mon problème?» Hein, moi, ça m'arrive comme ça: «C'était quoi déjà le problème que j'avais? Oh, oh, là, je sens le vent, je vois le soleil». Je dis: «Ah, je vais tendre vers, le café», quoi que ce soit. Mais Olivier a raison. Quand ça va pas, c'est pas facile. Mais là, je vous ramènerais peut-être à ce que diraient, des sages de l'Inde, c'est un acte à la fois, un moment à la fois, et ainsi de suite. Merci pour ta question, Olivier. Est-ce qu'on a pour je pense qu'il y a Marie-Lou qui veut y aller avec un autre commentaire. Allons-y, puis après je vais revenir, est-ce que tu étais prête, Marie-Lou? Non, pour une fois, j'ai pas de commentaire. Ah, OK, parfait. Fait que là, il y a Olivier, merci, merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Ça va. Parfait. Juste refermer ton petit micro, Marie-Lou. Je vais revenir avec le deuxième principe. Donc, vous voyez, je vais de manière improvisée ce matin. Bon, allons-y avec, la fenêtre. OK, allons voir la deuxième citation. Justement, j'ai dû parler du bonheur. Oh, le Dieu! Ben oui, il faut que je vous parle du tétrapharmacone. Oups, allez, 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 avance, avance, OK. Le Dieu est un vivant incorruptible et bienheureux. OK, qu'est-ce que ça vient faire dans la lettre à Ménécée? Parfait, je reviens, je vous explique ça. Épicure va donner à ses disciples ce qu'on appelle le tétrapharmacone, hein. Donc, vous voyez, ceux qui font des mathématiques, tétra, ça veut dire quelque chose. Le mot pharmacone, ça veut dire autre chose. Donc, tétra, c'est 4. Pharmacone, c'est remède. Ce qui est passionnant, c'est que le mot pharmacone, pharmacie, médicament pour les Grecs, tout est dans le dosage, hein. Si tu prends trop, par exemple, de Tylenol, ben, tu peux avoir des problèmes. Au lieu de régler ton mal de tête, tu vas peut-être avoir des maux d'estomac. Donc, tout est, pour les Grecs, c'est le dosage. Fait qu'Épicure nous procure, va donner à ses disciples 4 principes. Je vais vous les nommer comme ça, sont dans le livre, sont dans la lettre à Ménécée. Il dit: «Vous avez besoin de principes pour vous guider vers la voie du bonheur. Laissez-moi vous présenter les principes». Je vais y aller avec le premier. Et dans un contexte polythéiste, hein, il y a des dieux. Donc, les dieux sont incorruptibles et bienheureux, sont immortels et bienheureux. N'attribue pas, il va dire à l'époque, n'attribue pas aux dieux euh, les commentaires que vont lui attribuer, les commentaires de la foule. La foule, où les gens de l'époque vont dire que les dieux sont, comment dire, infidèles, les dieux commettent des crimes, etc.
Épicure va réduire les dieux à deux choses, deux caractéristiques profondes. Les dieux sont immortels et bienheureux. Les dieux baignent dans le bonheur. Alors, pourquoi ne pas tendre vers, c'est ça, c'est super important chez les Grecs, tendre vers le divin. On ne peut pas devenir immortel, seuls les dieux sont immortels, donc on va s'occuper du bonheur. Il va nous rester l'état de bonheur, qui est l'ataraxie, qui est un état paisible qu'on peut goûter pendant qu'on est vivant. Donc, le premier principe du tétrapharmacone, sache que les dieux sont immortels et bienheureux. N'attribue pas aux dieux les caractères que leur attribue la foule. Donc, fais pas de l'anthropomorphisme en disant que les dieux ont plein de défauts humains, etc. Les dieux, on les réduit à deux éléments. Et c'est là que les Grecs vont commencer à se détacher de toute la tradition mythologique. Ça, c'est le premier principe. Deuxièmement, et là, je vais lire des passages, la mort n'est rien pour nous. La mort n'est pas à craindre. Les dieux ne sont pas à craindre. La mort n'est pas à craindre. Je vais lire des passages dans quelques instants. Épicure, il va d'une argumentation sur la mort. Fait que là, c'est comme une mémotechnique pour ses disciples. Les disciples doivent se rappeler ça. Les dieux sont bienheureux, nous voulons tendre vers le côté bienheureux parce que nous sommes mortels. La mort n'est rien pour nous. Je vais vous donner les arguments dans quelques secondes. Puis troisièmement, la souffrance est passagère. Certains vont évoquer aujourd'hui des fins de vie difficiles pour certaines personnes, c'est vrai. On peut finir aux soins palliatifs. Mais à l'époque des Grecs, c'est que la souffrance, elle est passagère. La souffrance, elle va se résorber avec le temps, mis à part, bien sûr, peut-être les douleurs chroniques, les gros problèmes, mais la souffrance passe. Et quatrième principe, le bonheur est quelque chose d'accessible. J'ai déjà commencé à en parler du bonheur comme quelque chose d'accessible pour nous, hein, en définissant l'ataraxie, puis en disant que le plaisir est un chemin à suivre. Quand on ne va pas, j'aimerais revenir avant de lire les arguments sur la mort. Je veux juste revenir sur quelque chose. Tantôt, on a parlé du plaisir, de la souffrance, mais Épicure est super nuancé là-dessus. Et je pose la question à mes élèves souvent. Est-ce qu'il y a des plaisirs qui peuvent être mauvais? Et je vous pose la question à vous. Dans quel cas ou dans quelles circonstances un plaisir peut-il être qualifié de mauvais? Pensez à ça, là, c'est la question que je vous lance. Et la deuxième, y a-t-il des souffrances qui peuvent être perçues comme étant quelque chose de bon? Parce que Épicure va répondre à cela, oui, il y a des plaisirs qui peuvent être problématiques pour certaines raisons. Il y a des souffrances qui ne sont pas nécessairement mauvaises. Donc, il n'est pas radical. Tous les plaisirs ne sont pas bons et toutes les souffrances ne sont pas nécessairement mauvaises. Il est nuancé. Je ne sais pas si vous pensez à quelque chose. Je vous pose la question. Ah, peut-être qu'Anton veut nous dire de quoi. Concernant les plaisirs, y a-t-il des plaisirs qui peuvent être problématiques? Et j'écoute Anton là-dessus. Oui, je voulais intervenir tantôt. Je ne sais pas pourquoi ma caméra a ouvert, là, mais Vas-y, Anton. je vais continuer sur ta question. Ben, les plaisirs, tu sais, c'est facile, là. Moi, je pense qu'on peut penser à des plaisirs qui ont des effets secondaires post. Tu sais, dans le fond, tu mettons de la drogue. Fait que, sur le coup, tu peux avoir beaucoup de plaisir, mais après, ça amène tellement de conséquences négatives que ça contrebalance les plaisirs que tu as eus. Fait que finalement, au final, tu sais, tu te sens moins bien, tu as des regrets, puis tu as peut-être même impacté ton corps, tu sais, de façon biologique. Très bien. Si après ça, ben justement, après ça, tu peux vivre une souffrance, fait que tu peux prendre, par la souffrance, tu peux avoir une prise de conscience que finalement, ce que j'ai fait, ben c'est pas super bon. Fait que cette souffrance-là peut te faire évoluer prochainement si tu en es conscient. Hmm. Ah, ben génial. Anton, tu m'as donné un exemple pour chaque. Merci beaucoup. C'est vraiment ça qu'on cherchait. Et vous le vivez. Donc, c'est une philosophie expérimentale, Épicure, parce qu'on réfléchit sur nos plaisirs et nos souffrances, sur nos désirs. Et je passe la parole à Marianne et à Olivier qui ont peut-être quelque chose à dire aussi. En ce qui me concerne, j'avais plus au niveau de la souffrance. Moi, j'ai eu 2 enfants, puis, que j'ai eu l'aide de sage-femme, donc sans Wow. médication. Moi, j'ai
c'est souffrant, mais j'ai adoré l'expérience dans le sens que c'est quelque chose Hmm. de très puissant, naturel et qui amène beaucoup de bonheur après. C'est un acte souffrant, mais beau. Je sais pas comment. Ben écoute, c'est un super exemple. Là, vous faites des belles références. Je n'avais jamais entendu celle-là. Merci du beau partage. C'est donc, ça peut être un passage difficile, mais après, il y a des joies qui s'en viennent, la relation, le fait de prendre soin d'un enfant, d'établir une relation. Oui, c'est génial. Et c'est un super bel exemple que j'avais. C'est drôle, j'ai pas pu entendre ça chez mes jeunes de 17, 18, 19 ans, mais c'est super bien. Puis il y a des gens ici qui réagissent avec joie pour ce partage que je n'avais jamais entendu. Et concernant la souffrance, je vais rajouter quelque chose. Quand vous vous entraînez, mettons que ça fait un mois que vous avez cessé l'entraînement, les 20 premières minutes de l'entraînement, pour quiconque qui a arrêté, moi j'ai presque le goût d'arrêter, mais il faut que j'atteigne le fameux 20 minutes, puis après, je suis toujours heureux d'avoir complété un entraînement modéré d'1 heure, mais c'est repartir, même le retour au travail après un mois de vacances, c'est toujours difficile, ça demande de l'adaptation. Mais justement, après un entraînement, on est toujours content. Puis après, mettons, avoir réussi un examen à l'école ou il y a l'épreuve, toute forme d'épreuve est souffrante, mais c'est pour un bien. Puis c'est là qu'Épicure va dire, souffrir, ce n'est pas problématique si c'est pour un bien plus grand. Qu'on pense aux enfants, qu'on pense à l'entraînement, pardon, qu'on pense à la réussite d'une épreuve. Et les plaisirs, Anton nous a dit, ben écoutez, des fois on peut faire, et là il y a eu des commentaires dans le clavardage, on peut être excessif, et justement, souffrir le lendemain, hein, le lendemain d'une fête, d'une beuverie, et cetera. Là, ça peut on peut vivre les conséquences. Anton dit: «On va même réfléchir après sur "Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait là? Pourquoi j'ai outrepassé mes limites? Est-ce que je pourrais, mieux vivre une fête, dorénavant?» Et ça touche vraiment le sujet, heu, d'Épicure. Je vais revenir là-dessus dans 2 secondes. Je vais juste faire un commentaire là-dessus, justement. Dans quelques instants, il va nous parler des désirs. Je vais y arriver. Il y a des types de désirs. Il faut cibler les types de désirs qui sont bons pour nous, qui sont à être modérés et à éviter. Et je trouve qu'il fait une critique moderne géniale pour nous empêcher, justement, de tomber dans l'excès. Puis on va voir tantôt qu'est-ce que ça fait que de tomber dans l'excès. Merci pour vos commentaires. C'est génial. C'est une petite rencontre super interactive. Je vais aller au troisième principe. Donc, le tétrapharmacone, c'est un aide mémotechnique. Ah, je dois parler de la mort. OK. Je vais vous trouver ça. Je pense que je vais y aller de mémoire avec les arguments sur la mort. Je ne vais pas lire le passage pour que ce soit plus encore dynamique. Épicure dit, la vie et la mort sont comme, ça fait, nous sommes en ce moment, euh, nous sommes liés à la mort. OK? C'est pas quelque chose qui est tout à fait à séparer. Mais dans son argumentaire, on dirait qu'il va aller dans le sens un petit peu opposé. Je vais y aller avec les arguments. Donc, il y a quatre arguments, puis moi et mes élèves, on les analyse ensemble. La mort n'est pas à craindre. Premièrement, puis c'est là que j'ai commis une erreur, mais parce que quand on est en vie, on est en vie. On s'occupe du fait de vivre. On n'a pas à trop se soucier ou s'inquiéter de la mort. Donc, il est très tranchant. Pendant que je suis vivant, je m'occupe des actions quotidiennes pour m'aider à vivre, m'aider à passer à travers les difficultés. Je me concentre sur la vie. Mais là, certains vont dire, contrairement, oui, mais si vous perdez votre père, votre animal favori, votre grand-mère, ça va vous affecter. Absolument. Puis ça va nous faire réfléchir sur la mort. Puis ça va peut-être nous dire, bon, ben, concentrons-nous sur la vie pendant que nous sommes en vie. Fait qu'Épicure, il est assez tranchant. Puis son deuxième argument est le suivant. C'est que la vie, c'est bien sûr des expériences sensorielles. Puis c'est grâce à cette expérience-là, puis à la raison qu'on va dire, ah, mettons, faire ce type d'entraînement physique-là, modéré, me fait du bien. Ah, trop m'entraîner, être dans le surentraînement, me fait du mal, me donne moins d'énergie. Grâce à la raison, l'analyse, je vais être capable de, bien sûr, évaluer. Et c'est pour ça que c'est super important pour Épicure. Il faut toujours évaluer ce que nous choisissons
évaluer nos plaisirs, nos souffrances, réfléchir là-dessus pour nous ramener vers une espèce d'harmonie sans trop souffrir. Mais le deuxième argument concernant la mort, pourquoi il ne faut pas craindre la mort? Parce que la mort, c'est une privation de sensation. Ça, c'est fou. Ça, je trouve que c'est le meilleur argument. Quand nous sommes morts, nous n'avons plus de sensations. Et la privation, et alors que quand nous sommes vivants, tout est construit à partir des sensations. Je vais vous poser une question dans 2 secondes, on va évaluer ça ensemble à travers un exemple. Donc, pendant que nous sommes vivants, notre notion de bien et de mal, de plaisir et de souffrance est fondée sur les sensations. Et quand on est mort, on n'a plus de sensations. Fait que pourquoi, Épicure va essayer de nous convaincre, pourquoi craindre la mort? Nous ne sentirons plus rien. Mais certains vont dire, oui, mais ce n'est pas la mort qui est souffrante, c'est je ne veux pas finir aux soins palliatifs, je ne veux pas perdre mes facultés, je ne veux pas perdre la jouissance de la qualité de vie, je ne veux pas souffrir. Épicure dit, ce qui est plus à craindre, c'est le fait que tu anticipes tout cela. C'est ça qui nous fait avoir peur de la mort. Mais nous, ce que nous pouvons contrôler, c'est de nous occuper de vivre le mieux possible en philosophant, en socialisant, en prenant soin de notre corps, ici maintenant avec un soin. C'est ça qui est le plus important. J'y vais avec un exemple et j'ai donné quelques arguments pour la non-peur de la mort. Je vais avec un exemple. OK, je vous pose une question. Est-ce qu'il y en a qui ont, pour vous prouver que tout est fondé sur les sensations pour Épicure, est-ce qu'il y en a qui ont un dégoût alimentaire envers certains aliments? Mettez donc un petit pouce ou une petite main levée, juste pour voir. Il y en a qui n'aiment pas certains aliments. Parfait. OK. Retenez ça. Puis essayez de cibler l'aliment que vous n'aimez pas. Est-ce qu'il y en a qui ont des intolérances? On parle d'intolérance alimentaire. Levez la main ou mettez un petit pouce. Qui ne tolèrent pas certains aliments. OK, on a certains. Et il y en a sûrement qui ont des allergies identifiées. Donc, on a Anton qui lève la main, donc vous avez des allergies. Je pense à mon libraire qui me déclare, Mathieu, je ne peux pas prendre de poisson, ni, de crevettes, sinon je meurs. Lui, c'est vraiment grave, c'est problématique. Donc, c'est sûrement par l'expérience que nous avons conscientisé que nous avions des allergies, des intolérances et même des dégoûts. J'ai un ami qui ne veut même pas, lui, c'est l'oignon. C'est-à-dire que l'oignon a des pelures, des couches. Je n'aime pas tout ce qui. Puis c'est des couches qui mènent à rien, qui mènent vers un cœur d'oignon. Lui, c'est les oignons. C'est le dégoût des oignons, etc. Nous avons tous quelque chose. Puis nous avons aussi les aliments. Nous sommes plus type sucré, type plus salé. Hein? Nous avons des aliments fétiches que nous adorons. Mais tout ça, les amis, c'est fondé sur les sensations. Fait que réfléchir sur nos sensations, sur ce que nous vivons, va nous aider à nous dire « Je ne peux pas prendre cet aliment-là parce qu'il va me causer des maux, des problèmes, des souffrances. Je ne peux pas non plus, comme un philosophe m'avait dit, lorsqu'il est philosophe de Montréal, qui avait dit « Lorsque j'ai cessé de boire de l'alcool, j'ai commencé à manger de la crème glacée. Et j'ai mangé 2 pots de crème glacée de suite. Et là, on tombe dans l'excès. » Et Épicure ne veut pas, justement, qu'on s'abstienne totalement, à moins d'avoir des allergies ou des souffrances, puis il ne veut pas qu'on tombe dans l'excès parce que ça va créer des problèmes que je vais vous énoncer tantôt. OK, je reviens à mon plan. OK, mon petit parcours. Voilà, partage d'écran, 3e citation. Je pense que j'ai peut-être déjà parlé. 3e point. OK, accoutume-toi à considérer que la mort n'est rien pour nous. Passage 124, j'ai donné les arguments. Ah! Le sage, pour sa part, ne rejette pas la vie et ne craint pas non plus la mort. Ben non, il prend soin de la vie, philosophe, collaboration avec les amis, prendre soin de son corps. Il offre le même souci. Que l'on soit jeune ou qu'on soit vieux, il faut se soucier de soi, de philosopher, de ses amis, se soucier, prendre soin du corps avec la même attention. Et j'y arrive. Point numéro 5, parmi les désirs, les uns sont naturels, les autres sont sans fondement. OK.
super important. C'est une philosophie du désir, Épicure. Le désir, c'est quoi? C'est une tension, un élan vers la satisfaction d'une idée, de quelque chose. Hein? C'est un élan, une tension vers quelque chose. Donc, on peut désirer être un grand philosophe, un grand artiste. On peut aussi désirer manger, avoir de l'affection, réaliser certains projets. Nous sommes des êtres de désir. Mais là, Épicure va faire 3 catégories. Les désirs naturels, nécessaires, obligatoires à la vie heureuse. Donc, réfléchir, philosopher, vivre en communauté d'amis, partager, collaborer et prendre soin de son corps. De quelle manière? Donc, je vous pose la question en ce moment, puis vous allez m'aider à répondre à cette question-là. Je la pose à mes jeunes aussi. Quelles sont les activités que nous devons faire pour dire que nous prenons soin de notre corps? Est-ce qu'on est capable de trouver 5 caractéristiques pour dire je prends soin de mon corps? Ça implique quoi, Marie-Lou? Je t'écoute. Ben, je pense que c'est prendre soin de son corps, de son âme et attends, son corps, son âme et Mais attends, ma question, Marie-Lou, c'est toi. OK, la question, c'est que fais-tu pour prendre soin de ton corps? C'est ça qu'on cherche des caractéristiques juste au niveau du corps. Qu'est-ce que tu dirais? dormir. OK, parfait. Le repos, la détente, dormir, on en a un. Là, j'ai quelqu'un qui m'écrit, Nicole, l'activité physique. Anton qui complète. OK, là, j'ai plein de réponses, puis je vais passer à Cathy. L'hygiène, bien sûr, l'hygiène du Mm. corps. On a l'exercice. J'ai des gens qui me parlent d'alimentation, de repos. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? L'activité physique modérée, etc. Donc, on sait aujourd'hui ce qu'il faut faire. Hein? Alimentation variée, activité physique, repos, hygiène du corps. Et il ne faut pas oublier, ben, c'est ça, la relaxation, la détente. Parfait. Mm. Donc, ça, pour Épicure, on continue. Donc, pour Épicure, c'est important comme philosophie, puis la socialisation entre amis. Ça, c'est nécessaire. Nécessaire, ça veut dire qu'on ne peut pas s'en passer, que c'est obligatoire. Premier type de désir. Ensuite, il y a le naturel seulement. Le naturel seulement, il va donner 5 types d'activités. Ça, c'est avec modération. Donc, le jeu, la fête, les repas gastronomiques, la sexualité, etc. Il nous dit, soyons modérés avec ça. Donc, quelqu'un qui est sur la fête 4 jours, semaine sur 7, ben, il va peut-être vivre des perturbations, puis je vais l'expliquer dans le troisième désir. Donc, pour avoir une vie heureuse, c'est s'occuper des désirs naturels nécessaires et le reste, la gastronomie, la fête, le jeu, etc., le fait de jouer à des jeux ou quoi que ce soit, ça, c'est la modération. Donc, un équilibre au niveau de la consommation. Le troisième, il faut vraiment s'attarder là-dessus parce que c'est le problème. Le gros problème pour Épicure, c'est pour ça qu'il est critique des désirs. Les désirs qu'il va nommer naturels, non nécessaires, puis il va les appeler les désirs vains. Puis là, cette session, je ne comprenais pas. Je dis, mais d'un côté, c'est un humain qui est naturel. Pourquoi il appelle ça des désirs non naturels, non nécessaires et vains? Mais ça vient de la nature. Puis j'ai trouvé la réponse, je vous la donne dans 2 secondes. Je l'ai trouvée en l'exposant à mes élèves au tableau. Donc, les désirs non naturels, non nécessaires, troisième catégorie de désirs, c'est les 3 soifs que je nomme 3 soifs. La soif du pouvoir, la soif des possessions matérielles, puis la soif de la renommée. On pense à un champion dans les arts martiaux mixtes qui est champion dans une catégorie, qui veut être champion dans une deuxième. C'est la recherche des honneurs, de la gratification, gagner à des prix, à des concours. C'est cette recherche-là qui dépend, pas de nous vraiment, ça dépend de nos efforts, mais ceux qui nous gratifient, bien, ça dépend de certains autres critères. Donc, tout ça, c'est les 3 soifs. Il va donner 3 arguments. C'est quoi le problème avec la quête d'argent, de possession,
de pouvoir, qu'on pense aux chefs politiques, qu'on pense à des gens qui ont de l'influence. Pour les nommer, vous les connaissez déjà. Des gens qui ont des fortunes, qui ont une grande influence sur le monde ou qui remportent des prix prestigieux. C'est quoi le problème si on oriente notre vie vers ça? Épicure va nous dire, premièrement, c'est très difficile d'accès. Hein? Champion du monde dans une catégorie de poids, tu compétitionnes, c'est très difficile de se rendre là. Certains vont dire, ouais, mais c'est génial parce que ça me pousse à me dépasser. Ça pourrait être un contre-argument. Deuxièmement, ce sont des désirs infinis. Pensez à une fortune, on peut toujours rajouter $1, $2, $3. Pensez au fait d'être aimé par des foules. Les gens fonctionnent aujourd'hui sur les réseaux ou sur la chaîne YouTube, j'ai 2 millions d'abonnés, 3 millions de vues, etc. 80 000 personnes qui viennent me voir dans un stade. On est dans le quantitatif, toujours avoir plus. Donc, ce sont des désirs qui sont infinis, illimités. Et troisièmement, qui est le point le plus important, et là, je pense à Steve Jobs, qui est mort très jeune, qui s'est beaucoup donné au niveau du travail, qui avait un tempérament colérique, exigeant, qui nous a quittés à 57 ans, je crois, si je ne m'abuse, ça peut, puis comme Elon Musk qui travaille 16 heures par jour et qui se vante de tout cela, ça peut nous perturber au niveau de l'équilibre du corps et de l'esprit. Donc, ça peut troubler, ça revient à la notion d'ataraxie, troubler notre corps et notre esprit au nom du travail, au nom de la performance, au nom du dépassement de soi. Donc, Épicure ne prône pas ce chemin-là. Vous l'avez peut-être déjà essayé, déjà tenté. Il dit, si vous voulez une vie heureuse, ça ne se passera pas à ce niveau-là. Ça va se passer dans le fait de prendre soin de votre corps, de votre esprit, de votre réflexion et de vos amis. Ça va être une vie plus paisible, plus heureuse. Vous allez vivre l'ataraxie davantage. Donc, c'est dans la mesure des désirs. Donc, la raison va servir à mesurer, à réfléchir sur notre vie. Donc, on ne peut pas s'en sortir. Et ça, il faut que je le déclare. Il n'y a pas de vie heureuse sans réflexion pour Épicure. C'est impossible. Il faut passer par la philo pour comprendre le bonheur, puis il faut être capable d'éliminer les désirs problématiques. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? J'aimerais ça intervenir là-dessus. Là. Vas-y, Anton. Je pense que tu l'avais déjà abordé dans la vidéo, là, les 3 soifs. Là, OK. ça m'a déjà fait réfléchir. Parce que justement, quand tu parles, tu sais, on parle de la notion d'équilibre, là, mais tu sais, mettons, quand tu t'en vas à une fête de temps en temps, ben, tu sais, la bouffe gastronomique et tout, ben, tu sais, c'est sûr, si tu t'en vas dans l'excès, tu sais, c'est mauvais. Ou bien si tu te mets, tu sais, à faire juste de ça à toutes les fins de semaine, ben, ça peut être quand même mauvais. Tu sais, si on revient aux 3 soirs, ben, je me dis pourquoi que ça peut pas être. Pourquoi que ces désirs-là sont forcément mauvais? Pourquoi que tu peux pas avoir ces désirs-là, mais que ça reste dans une notion d'équilibre? Parce que je vous dis, mettons, si tu veux faire des grands changements sociétaux, ben, veux pas, faut que tu aies un certain minimum de pouvoir pour avoir une grande influence et amener des grands changements dans la société. Fait qu'il faut que tu passes par ce désir-là de t'emmener à un certain niveau. Mais c'est sûr que si à un moment donné, toi, tout ce que tu veux, tu es juste obsédé par le fait d'être plus haut sans plus te préoccuper pour qu'est-ce que tu fais pour la société, juste parce que tu veux la gloire, là, ça devient problématique. Mais si tu es capable d'avoir tous ces désirs-là, ben, tant qu'à moi, je pense que ça peut quand même rester bénéfique tant que ça reste dans l'équilibre, puis tant que tu ne vis pas uniquement à travers de ça, puis que tu entretiens les autres plaisirs en même temps. Là. Ben, les autres. Les autres désirs. Mais Anton, ton intervention est bonne. Mais ce qu'on voit, c'est qu'Épicure vit plus en communauté d'amis, etc. Ça va moins avec une vie axée sur l'intervention politique, l'intervention des changements sociaux. Tu as raison. Peut-être qu'on peut essayer justement d'avoir certains pouvoirs pour changer les choses sans se faire corrompre et en tentant de rester équilibré par la modération. Ta réflexion est intéressante parce qu'elle nous fait sortir justement d'une petite vie simplement communautaire proposée par Épicure qui a quitté, qui ne croit plus en la politique parce que la politique à son époque, suite à la perte du pouvoir d'Alexandre le Grand, suite à sa mort, puis il y a eu des déchirements entre ses successeurs politiques, on est dans une période de décadence, il ne croit plus. Puis c'est pour ça qu'on se réfugie notamment dans la philosophie, mais ta position nous fait réfléchir. Je passe la parole à Marie-Lou qui veut intervenir. Vas-y, Marie-Lou.
En fait, ça me fait penser à, tu sais, il y a quand même une fine ligne entre les trois catégories de désir. Hmm? Puis, ce que moi j'observe, c'est que dans le fond, tu sais, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi l'intention derrière Hmm. les gestes que tu poses. Euh, Ce que moi j'observe beaucoup, c'est que l'intention, des fois, est pas nécessairement noble. Tu sais, un politicien qui se lance en Hmm. politique, est-ce qu'il le fait parce qu'il veut servir la population, il Hmm. veut aider, il veut changer les choses, il y a une vision, ou il le fait pour le salaire, ou pour avoir une renommée, pour pouvoir avoir une, tu sais, je sais pas, une grosse maison. Euh, mais tu sais, souvent, malheureusement, les gens, c'est pour le pouvoir. Mais tu sais, ils vont se masquer derrière le vœu de servir et tout ça. Hmm. Mais au bout du compte, tu sais, puis je pense que c'est là les gens qui sont très intuitifs, on le voit tout de suite, là, c'est quoi l'intention? Est-ce que l'intention est noble derrière le geste? Je pense Ben, que Marie-Lou, c'est une super bonne intervention puis qui nous fait voir plus loin qu'Épicure. Tu sais, avec Épicure, j'expose des principes quand même radicaux, catégoriques, puis vous réagissez, puis vous amenez, on va plus loin, puis on est dans l'ouverture, fait que ça permet, ah oui, c'est quoi l'intention? Puis Anton dit, ouais, mais si on veut changer les choses socialement, il faut avoir quand même un peu d'influence, un peu de pouvoir, fait qu'on peut pas, les philosophes sont quand même radicaux, hein, puis catégoriques, mais nous, ça nous aide à nous positionner grâce à cela. Mais merci pour vos interventions. Je reviens à mon thème. Merci Marie-Lou, merci Anton. Je reviens à mon principe numéro 6, car je veux quand même garder garder mon parcours, hein. Tout ça, c'est tiré du texte, les désirs. OK. Ah, ben ça, j'en ai déjà parlé. C'est en effet, point numéro 6, quand nous souffrons de l'absence du plaisir, j'en ai parlé au début de la conférence, que nous avons besoin du plaisir. Donc, le plaisir est un bien, le plaisir est naturel, puis le plaisir pour Épicure peut nous permettre de sortir d'un état de souffrance. Donc ça, je trouve ça bon. Quand vous n'allez pas bien, hein, souvent vous faites dire ça par vos amis, euh, fais-toi donc plaisir. Hein. Quelquefois, lorsqu'on s'est poussé à bout au niveau du travail, au niveau des obligations, on peut se dire, mais est-ce que je fais les choses par plaisir? Est-ce que je fais simplement les choses par devoir, parce qu'il le faut, parce qu'on me l'a dit, pour plaire à tous, mais revenons à ma nature profonde. Et je pensais à mon ami Marc tantôt. Puis Marc, il a quand même cette force-là de quand ça ne va pas, il me dit, je me fais un bon thé japonais, je vais pratiquer mon piano et je vais écouter un bon film. Et c'est tellement, la voix, c'est tellement simple. Hein. Quelquefois, vous avez dépassé vos limites et je peux même en parler. Et ce qui m'a ramené vers la voix, c'est la voix de ce que j'ai le goût profondément, ce qui me fait plaisir, sans bien sûr nuire à mon corps, nuire à autrui, etc. Mais revenir vers la voie du plaisir. Et ce que j'aime dans sa théorie, puis a été bien sûr critiqué par les chrétiens à l'époque, ils ont traité les disciples d'Épicure de débauchés qui allaient dans des orgies, alors que c'est vraiment pas ça. C'est l'hédonisme rationnel, il y a une forme de modération, c'est pas juste, il est contre l'excès, il est contre la démesure, il est contre tout ce qui va nous faire souffrir a posteriori. Donc, je retourne avec mon autre principe, il y aura aussi des moments pour réintervenir. OK, on y va avec le partage. Point numéro 6. Point numéro 7. Est-ce que j'y arrive? C'est toutefois par la mesure, et voilà, comparative et l'examen de ce qui est utile et de ce qui est dommageable qu'il convient de discerner tous ces états. Donc, je reviens à mon élément. On ne peut pas s'en sortir sans examen de conscience. Hein? Ça vient de l'apologie de Socrate de Platon. Une vie sans examen n'est pas une vraie vie, ne vaut pas la peine d'être vécue. On n'a pas le choix de se remettre en question sur ce que nous mangeons, sur le genre de vie que nous menons, parce que le but pour les sages, pour la sagesse, l'aspiration à la sagesse, c'est de trouver notre art de vivre, de trouver une manière de bien vivre en étant en harmonie. Parce que pour les Grecs, puis je dois répondre à la question, pour les Grecs, vivre en harmonie, c'est vivre en harmonie avec la nature, avec le cosmos, avec un ordre universel. Puis c'est pour ça qu'ils déclaraient qu'ils critiquaient les désirs non naturels et non nécessaires. Pourquoi ils les appelaient non naturels? Parce qu'ils
contrecarrait l'ordre cosmique. D'être dans la démesure, l'excès, l'hubris, comme le disent les Grecs, hein, le dépassement de soi infini. Elon Musk qui se vante de travailler 16 heures par jour, mais qui met au monde 12, 13 enfants, s'en occupe-t-il? C'est ça la question. C'est la démesure, c'est l'excès. Et pour les Grecs, c'est bien sûr d'être en harmonie avec un ordre préétabli, le cosmos. Hein? Donc, le côté désir non naturel, non nécessaire, c'est de ne plus être en harmonie, être en contact avec l'ordre du monde, c'est d'être irrationnel. Donc, c'est pour ça, c'est ça que je devais ramener tantôt. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions, des propos avant qu'on poursuive avec nos principes qui nous restent? On continue. Et tout ça est dans le livre. Je vais vous présenter la bibliographie, bien sûr, à la fin. Vous dire quel livre aller chercher. Ah, enfin, les vertus. Les fameuses vertus. Nous considérons l'autosuffisance, elle aussi, comme un grand bien. OK, je vais vous parler de ça. Épicure veut qu'on développe des vertus. C'est quoi les vertus? C'est des qualités morales dignes d'excellence. Et il y avait des catégories classiques chez les philosophes. La justice, la sagesse, la modération. Et Épicure ajoute l'autarcie, que je vais définir dans 2 secondes. Mais la vertu la plus importante pour Épicure, et là-dessus, Descartes a dû être inspiré par ça, c'est la prudence. Ne pas se précipiter. Analyser les conséquences, évaluer les effets, y aller par étapes, un pas à la fois, être prudent. Ne pas se lancer aveuglément dans toutes sortes d'entreprises, mais prendre son temps. Donc, il y a un côté rationnel, et c'est la vertu première, il l'a dit, être prudent. Oui, être modéré, mais être prudent. La prudence, c'est comme la vertu suprême. Et vous allez me dire, ouais, mais c'est pas comme les vertus chrétiennes. Non, c'est avant, bien sûr. C'est des qualités qu'on veut développer. Donc, le philosophe ou le sage veut développer notamment la prudence. Et l'autarcie, c'est savoir se satisfaire de peu. Savoir apprécier aussi ce que l'on a. Donc, moi, je vais avec l'exemple du réfrigérateur. Vous ouvrez votre réfrigérateur, vous ne savez pas ce que vous voulez vous faire pour dîner, mais un philosophe grec ou un philosophe à l'épicure va y aller avec un repas frugal. Ça, j'en ai déjà parlé. Donc, je vais prendre ce qui est dans mon réfrigérateur, puis je vais tenter de faire un repas frugal qui est nourrissant, qui est complet et qui est simple. Donc, ça peut être une soupe ramen, mettons. Donc, on se met des œufs, des nouilles, un bouillon, quelques légumes, ou on se fait une assiette à la Socrate, une assiette une salade grecque, fromage feta, avec quelques légumes variés et des pois chiches, tout ça. Donc, c'est nourrissant, c'est simple, c'est satisfaisant et je n'ai pas besoin de grand-chose. Et se satisfaire de ce que l'on a, pas de ce qui manque, de ce que l'on a, apprécié et se satisfaire. Ça fait partie de l'autarcie, d'avoir le moins de désirs possible, le moins de besoins possible et de se satisfaire, ça revient à Sponville, de ce qui est là, de ce que nous avons, de ce que nous faisons, d'avoir une forme de gratitude. Et c'est présent dans la philosophie d'Épicure. Donc, le fait de développer des qualités morales. Donc, ça fait partie du parcours de la sage ou du sage, etc. Je poursuis. Il nous reste quelques points. On va y aller avec les mains levées aussi s'il y a quoi que ce soit. Je continue. OK. Ah oui, je viens d'en parler. Le principe de tout cela et le plus grand bien, c'est la prudence. Je demandais à mes élèves, on peut tenter, j'ai fait la définition, quelqu'un de prudent, comment est-il? Est-ce qu'on peut donner des caractéristiques? La personne prudente, si on avait à définir avec 3 caractéristiques, quelqu'un de prudent, parce que Épicure, je pense qu'il ne le définit pas dans le texte, mais moi, je le fais définir par mes élèves. Quelqu'un qui est prudent, puis en grec, le mot grec, c'est phronésis, c'est une sagesse pratique. Nicole nous dit analyse la situation. Super bon. Première caractéristique, on observe, on écoute, on analyse la situation. Je rajouterais peut-être, on y va par étapes et
aussi, on évalue. Et pour Épicure, c'est super important. Évaluer les conséquences et les effets que cette action-là va avoir sur les autres ou sur moi-même. Évaluer les conséquences. Par exemple, si je me ruine en fait, consciencieux, Cathy rajoute consciencieux, si je n'ai pas les moyens de faire tel voyage, je peux me demander, bon, est-ce que ce voyage-là fait partie de quelle catégorie de désir? Puis est-ce que j'ai les moyens? Oh, je n'ai pas les moyens. Est-ce que je m'endette? Est-ce que j'emprunte pour le faire, etc.? On peut se poser des questions face à chacune de nos actions. Voilà. Certains vont dire, ouais, mais c'est une vision de la vie qui est très rationnelle, mais bon, ça peut apporter ses bienfaits. Je termine avec le dernier point et je vais vous laisser vous y aller avec vos commentaires, vos questions. Il n'est en rien semblable, OK, celui qui vit selon la philosophie d'Épicure, il n'est en rien semblable à un vivant mortel. Car il n'est en rien semblable à un vivant mortel, l'homme qui vit au milieu des biens immortels. OK, qu'est-ce qu'il veut dire? Celui qui cherche à vivre la vie heureuse ici maintenant sur Terre, donc vivre la paix d'esprit, la santé du corps, va vivre comme, pour Épicure, comme un Dieu immortel ou comme un Dieu bienheureux. Donc, il nous invite à vivre cette vie-là, même si nous sommes mortels, à vivre en touchant à l'aspect bienheureux à travers l'expérience de l'ataraxie, puis, comment dire, en goûtant à ces biens-là sur Terre. Donc, quand on pratique les vertus, qu'on évalue nos désirs, puis qu'on vit dans l'ataraxie, on a comme ces moments de paix au niveau du corps et de l'esprit, puis ce sont des petits moments que Épicure va appeler des moments divins. Parce que toute la philosophie grecque antique veut nous rapprocher d'un état qui est un peu suprême. C'est fou parce qu'ils appellent ça l'homoiosis theoi en grec, c'est de devenir semblable aux dieux. Les dieux sont bien heureux et immortels. Bon, nous ne sommes peut-être pas immortels, mais nous pouvons vivre cette paix d'esprit-là, ce calme au niveau du corps. Puis ça, c'est quelque chose que Épicure va déclarer comme étant divin. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions qui vous viennent à l'esprit suite à ce que je viens de présenter récemment? Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Nicole, est-ce que tu es prête? Tu voulais me dire quelque chose, Nicole? OK, cherche ton micro. OK, elle dit que c'est extrêmement intéressant. Merci, Nicole, pour ton commentaire. Est-ce que on va aller voir la bibliographie, OK, gang? Parce que je vous ai produit, je pensais produire 10 livres, mais chez Épicure, il n'y a pas grand-chose. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Allons voir la bio. La biblio, je m'excuse. OK. Bon, je vais vous envoyer ça par courriel. Bon. Là, OK. Épicure, je vais grossir ça, les amis. Voilà. OK. Ça, c'est un que sais-je sur Épicure et l'épicurisme. Donc, c'est quelqu'un qui va avoir un topo plus historique sur les écoles épicuriennes dans l'histoire. Épicure et compagnie sont rendus à la 19e édition, Jean-François Ballaudet, surtout disponibles à la bibliothèque parce que je crois qu'ils sont en réimpression. Ici, je mets ça en jaune. Lettres Maxime et autres textes. Je vous conseille celui-ci, Pierre-Marie Morel. Il va y avoir d'autres lettres, parce qu'on a juste 3 lettres d'Épicure, des Maximes et autres textes. On n'a pas grand-chose pour quelqu'un qui a écrit 90 ouvrages. Nous avons que des fragments. Il y a le fameux, celui qu'on travaille en ce moment, Épicure, Pierre-Marie Morel, celui que je vais vous montrer à l'écran dans 2 secondes. Balade avec Épicure, c'est un petit roman de Daniel Klein. Et ici, dans une perspective plus historique, là, je sais qu'Anton m'avait demandé peut-être à l'époque, les atomistes de l'Antiquité, dans quelle école philosophique s'inscrit Épicure, Jean Salem? Ça, c'est vraiment histoire des idées, plus profond si vous voulez aller plus loin. Mais le fameux, celui que je vous encourage peut-être à aller chercher, c'est Maxime, Lettres,
Là, on a la lettre à Ménécée qui est un disciple. Il y a 2 autres lettres, puis il y a des fragments, puis il y a même des fragments du Vatican. Pourquoi il nous reste simplement ça, des piqûres? Sûrement parce qu'il y a eu des feux, 3 feux à la bibliothèque d'Alexandrie. Les chrétiens, bien sûr, à cause du matérialisme d'Épicure, lié à l'école de Démocrite, puis à cause du fait que Épicure parlait de plaisir, que c'était mal perçu par les chrétiens, il y a peut-être eu des documents brûlés, des documents perdus suite au feu de la bibliothèque d'Alexandrie. Donc, c'est fou. La lettre à Ménécée, c'est avec commentaires et dossiers. Donc, ce qui nous reste d'Épicure, c'est ça d'épais. 3 lettres, des sentences, ce qu'on a trouvé sur des stèles. C'est dommage pour quelqu'un qui a écrit 90 livres. Comme Héraclite a écrit plusieurs livres aussi, il nous reste 166 fragments. Donc, il faut comprendre le contexte. Il y a eu des feux à la bibliothèque d'Alexandrie. Des fois, on avait 5 copies d'un texte. Les moines copistes recopiaient les textes et il y a eu des incendies qui ont détruit. Et il y a eu des guerres aussi de religion, etc. Ce qui nous a peut-être qui nous a pas aidé à pouvoir fréquenter comme il le faut l'œuvre d'Épicure qui est manquante. Donc, c'est un petit topo, les amis. Je suis content de vous avoir présenté. Je vous invite peut-être à aller chercher. Là, c'est avec dossier. Ça, c'est de Morel, traduction de Morel. Épicure, je vous envoie ça tantôt aussi par courriel. Puis je vous remercie d'avoir été présent ce matin. J'espère que vous avez apprécié cette petite introduction sans prétention, vivante, avec des questions, etc., sur Épicure. Et je suis content d'être venu. C'était notre dernier Zoom, c'était au mois de janvier. Puis là, ce matin, je suis arrivé très tôt, j'étais un petit peu raqué. Puis j'espère que ça a passé rapidement. Et pour ceux qui veulent venir me voir en présence, de toute façon, j'ai déjà envoyé, je crois, un courriel à tous et à toutes ce matin. Ça va être au centre SOA sur le plateau, une réflexion sur l'amour et l'amitié dans une autre perspective. Je me laisse inspirer par votre présence. Puis, on va se poser la question, faut-il parier, miser sur l'amour ou sur l'amitié? Puis je vais bien sûr me laisser imprégner par votre présence pour faire quelque chose de vraiment différent. En présence, si ça vous tente de passer, c'est vendredi prochain au centre SOA, métro Sherbrooke ou métro Mont-Royal, dans un beau centre climatisé. Et je suis avec Jean de Vox Populi qui va vous accueillir, etc. Puis voilà. Merci tout le monde pour votre présence. J'espère que vous avez apprécié. Et merci à tous et à toutes, à ceux qui vont nous écouter en différé. J'étais content d'avoir Anton, Olivier et Marianne ce matin que je n'avais jamais vu. Marie-Lou qui est habituée. Cathy, merci. Merci à ma tante Nicole qui est souvent là, qui est de Québec, qui vient se joindre à nous. Merci de votre présence. C'était super. Puis, je vous dis à bientôt. Puis, je vous envoie l'enregistrement par la suite, cet après-midi, peut-être vers 17h, 18h, avec la petite bibliographie. Ça marche tout le monde? Oui, Merci. merci. Merci beaucoup, c'était Merci. super. À bientôt. J'espère que vous avez apprécié. Oui, on a aimé, Bye bye. j'ai bien aimé. Merci, bye bye. Ciao, ciao, à bientôt. Bye tout le monde. Bye, à bientôt.